C'est pas pain de mie, c'est pandémie. C'est une putain de pandémie. On va tous mourir. Chers auditeurs de Radio Virus, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Tout de suite, nous commençons par une petite énigme. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un mystère lié au confinement. Et quand je dis mystère, je devrais peut-être prendre des risques et dire complot. Rien à voir avec les complots de pacotille type est-ce la CIA qui a implanté le virus en Chine pour les faire chier, ou est-ce Sanofi qui discrédite le professeur Raoult. Là, je vous parle d'un truc énorme, d'un secret soigneusement gardé par la presse et par l'État. Pourquoi tous les pains à burger ont disparu des rayons des supermarchés parisiens? Voilà, c'est dit. Je n'ai pas peur d'être un lanceur d'alerte. Je n'ai pas peur des poursuites. Je dis les choses, moi. Je mets les pieds dans le plat. Vous l'avez peut-être remarqué, mais l'avez-vous vu passer dans la presse? Négatif. Macron en a-t-il parlé dans son intervention? Négatif. Pourtant, dans un discours aussi chiant, ça aurait donné du tonus. Pour vous donner des éléments de réponse, le reporter Mattei a pris sa loupe et a mené ses propres recherches. Le marché du pain de mie avant la crise du coronavirus était en plein essor. Il représentait 5% des parts de marché du pain. Loin derrière la baguette, 65%, mais en plein développement. Dans le monde du pain de mie, il y a deux acteurs majeurs, Harris et Jacquet. D'ailleurs, Harris s'est développé en vendant du pain de mie sur les bases américaines en France après la guerre. Est-ce une piste? Nous verrons. Ce sont les deux géants de la fabrication du pain à burger. À eux deux, ils vendent 70 millions de paquets par an en France. Et vous allez me dire que sur ces 70 millions, on ne peut pas en trouver un seul à Paris en ces temps troublés? C'est louche, très louche. Nous avons contacté leur service de presse qui ne veulent pas nous répondre. Nous avons envoyé une équipe dans une usine Harris à Talmont-Saint-Hilaire en Vendée, mais ils étaient à 1,2 km de chez eux. Ils croupissent donc en prison pour non-respect du confinement. Nous avons contacté Élise Lucet, qui nous dit que c'est un non-sujet. Elle a certainement été achetée par le lobby du burger de grande surface. Seule, harcelée par les services de l'État, avec des gens louches, avec des masques qui me suivent dans les supermarchés, je continue mon enquête. Il y a 3 jours, j'ai glissé sur une tranche de cheddar dans le métro. Ils sont partout et ils sont puissants. Je vous dévoile mes conclusions. Si je disparais, mes dossiers sont cachés dans une BD Tintin au Congo, au 4e étage de la BNF. Pour moi, il y a 4 suspects potentiels. Les premiers sont évidemment les reptiliens. Je n'ai jamais compris ce qu'ils nous voulaient, ces hommes serpents, mais dès qu'il y a une crasse, c'est de leur faute. Je ne vois pas pourquoi, pour cette affaire, ils seraient innocents. Le deuxième suspect est la communauté obèse de France. Cet ordre secret très organisé commandite des braquages sur les routes pour récupérer les burgers pour ne pas briser la chaîne du gras qui leur procure leur pouvoir. Leur chef s'appelle Big Bob. Si vous le croisez, ne l'approchez pas. Un coup de ventre est vite arrivé. Le troisième suspect est évidemment l'État profond. En ces périodes de troubles et de peine, la rumeur raconte qu'ils organisent des burger parties dans les caves de l'Elysée et se baffrent en laissant aux Français que du pain de mie dégueulasse au blé complet sans croûte. Les salauds se baignent dans le McDo en plein confinement. Enfin, le suspect principal est à mon sens les acteurs de la lutte contre le Covid. Hôpitaux, labos, médecins et pharmacies. Ils auraient récupéré tous les pains à burger du pays pour en faire des masques FFP4. En effet, le gluten et la levure formeraient une barrière très efficace contre le Covid. Ils rajoutent une ficelle, les peignent en blanc et les revendent 10 € la tranche. Sur un paquet à 2,90 €, vous voyez le bénéfice. Si vous avez des masques chez vous, faites le test. Mettez-les au four avec du cheddar, un steak et du bacon et vous voyez ce qui se passe. Nous continuons notre enquête et malgré le risque, nous arriverons à faire éclater ce scandale d'État. Restez sur vos gardes, ils sont partout. Retrouvons les actualités du jour. L'actualité de ce jeudi 16 avril. Télétravail. À Nice, le maire demande à Enedis, la filiale d'EDF en charge des compteurs Linky, de lui communiquer les communications d'électricité des habitations, afin de s'assurer que les résidences secondaires ne sont pas occupées. Ce petit boîtier miracle est plein de ressources. Câlin. Des chercheurs d'Harvard pensent que la distanciation sociale sera nécessaire jusqu'en 2022, tant qu'un vaccin ne sera pas disponible et largement utilisé. Un bon conditionnement de la population en somme. J'espère quand même qu'ils vont pérenniser les marquages au sol faits rapidement à la peinture du coup. Annonce, un effet que notre président maîtrise bien.
En plus du fait que la dette africaine est majoritairement détenue par les Chinois, il préconise finalement d'annuler uniquement les intérêts. Il en parlera d'ici la fin de l'année, et on aura oublié, il pourra nous dire gentiment que c'est pas possible. Garderie. Les écoles vont rouvrir progressivement pour permettre aux parents d'aller travailler, pour éviter le décrochage scolaire. L'école est obligatoire, rappelle notre ministre, mais elle n'ouvrira pas en même temps pour tout le monde. On ne sait pas comment la note d'assiduité pour le bac va alors être calculée. On attend avec impatience la carte des réouvertures pour savoir où sont les zones qui comptent les travailleurs utiles et indispensables pour la relance de l'économie. Soldes. Certains gouvernements continuent à diminuer fortement leur rémunération en lien avec la crise du Covid. Récemment, c'était le tour de la Nouvelle-Zélande. Si le salaire représente la qualité d'un travail, on s'attend à un record en France. Des prémices de discussion sur le sujet ont lieu, mais plutôt pour les députés. On attend le geste présidentiel. Levier. La taxe contre les GAFA n'est vraiment pas pour tout de suite. Amazon est obligé par décision de justice de garantir la sécurité de ses salariés et de ne livrer que des produits indispensables. En retour, la société ferme du coup pour 5 jours au moins. Un bras de fer qui va encore une fois nous montrer la solidité de notre gouvernement. Maltrape. Un homme a été abattu hier dans le parc de la Courneuve par 3 policiers. Il les menaçait avec un couteau. Ce serait un Afghan demandeur d'asile. Il y a pourtant une case sur l'attestation pour se rendre au tribunal, mais peut-être ne sait-il pas lire. Représentation. Notre Parlement, qui veut toujours se rendre utile, boude un peu en ce moment, après avoir appris qu'il pourra discuter, mais pas voter, au sujet de l'application Stop Covid, de traçage de la population. Au moins ça va les occuper un peu. Humanité. Un homme qui souhaitait dire adieu à son père mourant a fait 300 km de voiture et s'est fait contrôler juste avant d'arriver. La police lui a ordonné de faire demi-tour. La veille, ils ont verbalisé une grand-mère qui venait saluer comme tous les jours son mari à travers la fenêtre de son EHPAD. La gendarmerie, devant le scandale, va annuler l'amende. Ils sont si gentils. On apprend d'autre part que les amendes pour non-respect du confinement sont enregistrées dans le fichier des infractions routières en toute illégalité. On appelle ça un vice de forme et cela peut engendrer l'annulation de toutes les amendes. Publicité. Elon Musk avait promis tout un stock de respirateurs pour l'État de Californie. Le gouverneur a rappelé que les hôpitaux attendaient encore. Il faudra également vérifier toutes les annonces de nos whistlers professionnels, pas sûr que toutes aient été tenues. C'est tout pour aujourd'hui, à demain pour une nouvelle chronique d'actu. Rentrons dans le cœur de l'émission avec notre premier point politique. Coronavirus. Prison. 6266 détenus libérés en 15 jours. Le nombre de détenus dans les prisons françaises a diminué de 6266 personnes entre le 16 mars et le 1er avril, a indiqué vendredi à l'AFP le ministre de la Justice qui a pris des mesures visant à désengorger les prisons afin d'éviter une propagation du coronavirus. Cette baisse inédite est liée à la fois à une diminution de l'activité judiciaire, ce qui entraîne une réduction du nombre de nouveaux détenus, et à des libérations anticipées. Une circulaire mi-mars demandait de différer l'exécution des courtes peines, d'emprisonnement et de réserver la détention provisoire aux faits les plus graves. Il y a par ailleurs eu des suspensions de peine pour raisons médicales, des remises en liberté pour des détenus en détention provisoire en attente d'être jugés. La surpopulation fait courir un danger. De plus, une ordonnance prise dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire simplifie la libération des détenus arrivant à la fin de leur peine de prison. Lors de la présentation de ce dispositif, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, avait indiqué qu'entre 5 000 et 6 000 prisonniers pourraient bénéficier d'une libération anticipée. Le Conseil d'État examine vendredi un recours en référé d'associations de défense des droits des détenus et de syndicats d'avocats et magistrats. La section française de l'Observatoire international des prisons, l'association Avocats pour la défense des droits des détenus, le syndicat de la magistrature et le syndicat des avocats de France relèvent que l'épidémie qui touche tout le pays a gagné les prisons françaises où la surpopulation fait courir un danger supplémentaire aux détenus. Ils demandent la libération des personnes à qui il reste 6 mois de détention contre 2 mois actuellement, ainsi que des protections, masques, gel, pour les détenus. Un détenu et un surveillant sont décédés du Covid-19. Selon le dernier bilan de la direction de l'administration pénitentiaire, donné vendredi à l'AFP, 48 détenus ont été testés positifs au coronavirus, contre 31 lundi, et 925 sont actuellement en confinement sanitaire. Plus de 300 ont terminé leur quatorzaine. Parmi les 42 000 agents pénitentiaires, 114 sont positifs et 931 sont en quatorzaine à domicile. Près de 400 sont arrivés à la fin de leur quatorzaine.
Tout ça pour dire que, ironie de l'histoire, on va mettre d'autres en prison, ceux qui ne respectent pas les règles de confinement. À quoi bon libérer des délinquants, dont des trafiquants qui iront certainement de nouveau en prison, parce qu'arrêtés pour ne pas avoir respecté le confinement en vendant leur drogue. On pensait que Taubira était la pire ministre de la Justice, nous nous étions trompés. Avec Belloubet, on a le droit au rapatriement des familles de djihadistes de Syrie et la libération massive des prisonniers. Quelle vision aberrante de la justice. Mais pas étonnant. Passons à la critique cinéma. En Europe centrale, dans un futur proche, une jeune femme s'appelant H gagne sa vie en jouant à un jeu de guerre illégal, Avalon. Le jeu vidéo est extrêmement addictif et très dangereux. En effet, certains joueurs sont tellement emportés par le jeu que leur esprit y reste bloqué. On les appelle les non-revenus. Bienvenue dans l'univers du film nippo-polonais Avalon, sorti en 2001 et réalisé par Mamoru Oshii. Le réalisateur est surtout connu pour ses animés tels que Ghost in the Shell. Pourquoi voir Avalon ? Avalon est donc un film de science-fiction dont l'histoire tourne autour du jeu vidéo. Mais pas n'importe quel jeu vidéo puisque le concept est de transporter son esprit dans un univers virtuel, celui d'Avalon. La première chose qui marque dans ce film, ce sont les effets visuels. En effet, l'univers du jeu vidéo présenté n'est pas comme le nôtre. Il est comme brouillé, avec un teint jaune assez marqué. On sent qu'il y a une réelle volonté de nous montrer un jeu vidéo qui n'est pas parfait, avec des effets qui nous prouvent qu'on n'est pas dans le monde réel. Et bizarrement, ces effets poussent au réalisme. En effet, certains films comme Matrix ou plus récemment Ready Player One nous montrent un univers virtuel comparable au nôtre, tellement bien fait qu'on peut douter de savoir dans quel monde on est. Avalon a un parti pris risqué qui peut rebuter certains spectateurs, mais l'univers exploité est passionnant. Le jeu vidéo est vu comme une échappatoire pour des gens qui vivent dans la misère. Mais en même temps, il est addictif et dangereux, ce qui donne à ce jeu une dimension symbolique. Avalon rappelle l'île celte où vont les âmes des guerriers. Et en effet, on risque sa vie à jouer à ce jeu. Déjà parce qu'il est illégal, mais aussi parce qu'on peut être coincé dedans, et donc être à l'état de légume dans le monde réel. En fait, le jeu donne l'occasion d'être un véritable héros, puisque c'est un jeu de guerre, là où le monde réel ne le permet plus. Une autre grande force du film, c'est la musique, composée par Kenji Kawai, compositrice que vous avez déjà entendue dans la série historique à succès Apocalypse. Pour ce film, la musique est magistrale, avec des chœurs qui donnent une dimension presque mythologique aux aventures de l'héroïne. C'est l'une des meilleures bandes originales que j'ai pu écouter, une grande réussite. Les acteurs du film ne sont pas du tout connus, ce sont pour la plupart des Polonais, ils sont tous très convaincants dans leur rôle, j'ajouterais même que ces acteurs peu connus nous permettent encore mieux de nous plonger dans le film. À nos yeux de spectateurs, ils sont leurs personnages. Il est rare de voir une telle ambiance dans un film. Avalon est un film unique, qui brille par son originalité. Le long métrage repose sur son univers passionnant. Le scénario, qui semble au départ assez simple, en surprendra plus d'un pendant le visionnage. Je vous invite donc fortement à voir ce film et à vous intéresser au cinéma de science-fiction. Poursuivons en musique. Si vous êtes amateur de football italien, la chanson du jour ne vous est pas inconnue. Régulièrement scandée par les ultras du virage nord du Stadio Olimpico à Rome, elle est devenue l'un des hymnes emblématiques du club de la Lazio, l'éternel ennemi de la AS Roma. Pourtant, à l'inverse de beaucoup de chants de supporters, cette chanson ne parle pas de football. Elle nous parle du martyre du peuple de Budapest le 23 octobre 1956. Suite à une manifestation pacifique d'étudiants, l'insurrection du peuple hongrois commence. Il réclame plus de liberté et la fin du pacte de Varsovie. L'armée rouge intervient avec plus de 8 divisions blindées et écrase dans le sang la soif de liberté de la jeunesse de Budapest. La répression fait environ 200 000 morts. L'Occident, évidemment, laisse faire. La jeunesse nationaliste italienne écrit donc ce chant pour que on se souvienne à jamais que mieux vaut mort que rouge. Ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Pest, studenti, braccianti, operai, il sole non sorge più ad est. Abbiamo vegliato una notte, la notte decente più mesi, sognando quest'alba di ottobre, quest'alba dei giorni ungheresi. Parata dove un moschetto, su
portalo in piazza e aspetto nascosta tra i libri di scuola, anch'io porterò una pistola. Avanti ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Pest, studenti, docenti, operai, il sole non sorge più adesso. Giorni e se notti di gloria, durò questa nostra vittoria. Al settimo sono arrivati i russi con i carri armati, i carri ci schiacciano le ossa, nessuno ci viene in aiuto, il mondo è rimasto a guardare sull'orlo della fossa seduto. Avanti ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Pest, studenti, docenti, operai, il sole non sorge più adesso. Ragazza, non dire a mia madre che io morirò questa sera, ma dille che vado in montagna e che tornerò a primavera. Camerata con il fucile, torneranno a suonare le fonti, allora serrate le file che noi scenderemo da monti. Avanti ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Pest, studenti, docenti, operai, il sole non sorge più adesso. Avanti ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Pest, studenti, docenti, operai, il sole non sorge più adesso. Pour rester dans le thème de notre introduction, passons à notre deuxième point politique. Le complotisme est la maladie du siècle. Le nouveau dieu païen qui explique tout, qui justifie tout, et qui finalement finit par désarmer les peuples, plus sûrement et plus efficacement que n'importe quelle police de la pensée. Attention, entendons-nous bien. Le complot, c'est comme les chasseurs. Il y a les bons et les mauvais. Je ne dis pas que les complots n'ont jamais existé. Tout le monde complote. Je complote, tu complotes, il complote. Que ce soit pour prendre le pouvoir, le garder ou piquer le badge de Jean-Claude de la Conta avec tes collègues. Plus sérieusement, le complot, la ruse, la manipulation sont des éléments essentiels de la vie des hommes depuis toujours. Jules César a été assassiné à l'issue d'un complot. Troie a été prise à l'issue d'un complot, les comploteurs se cachant dans un cheval de bois. Hitler a failli être assassiné à l'issue du complot des conjurés, conjurés qui ont d'ailleurs fini pour la plupart suspendus à un crotte-boucher, preuve que quand on complote, il ne faut pas se rater. Ceci étant dit, la nouveauté du complotisme, qui la rend aussi présente, c'est évidemment la facilité et la vitesse à laquelle on peut faire circuler une information. Sur internet, le scientifique a le même poids, et même souvent moins, que l'ado en rupture de banc, l'historien que monsieur je sais tout qui lit le nouveau détective. Bref, là où le mythomane ou l'hurluberlu se contentait de sa feuille de chou renéotypée et distribuée à 10 exemplaires, pour peu qu'il maîtrise la fabrication de sites internet, le voilà propulsé chercheur. Le problème des complotistes, c'est que tout est ramené au complot. Qu'une cathédrale s'embrase ou qu'un virus apparaisse, c'est forcément intentionnel et forcément eux. Mais si, tu sais, eux, enfin, je peux pas te dire qui c'est, on n'a pas le droit d'en parler, même si Madame Michu maintenant elle le sait, elle, que c'est les reptiliens Illuminati qui mènent la danse pour nous implanter des puces RFID dans un vaccin parce que le chemtrail c'est plus assez efficace pour nous rendre idiots. Entre nous, les mecs sont tellement forts qu'on se demande pourquoi ils ne l'ont pas fait avant. Plus sérieusement, il est deux choses souvent délibérément oubliées par les complotistes. La première, c'est que l'histoire est faite d'accidents. Un avion de reconnaissance qui rate une division de chars dans un bois, et c'est la catastrophe de Market Garden. Des ingénieurs gérés par un appart chic qui connaît mal son boulot, et une cuve qu'on a oublié de remplir, et on a la catastrophe de Tchernobyl. La deuxième chose, c'est l'exploitation de l'événement, ce en quoi les politiques, entre autres, sont passés maîtres. Brûler Notre-Dame en faisant grimper et redescendre un ninja en l'espace d'une demi-heure après avoir pulvérisé un accélérant, mais surtout qu'il ne laisse pas de trace, l'accélérant. Tout ça pour que le président de la République n'ait pas à donner son discours à 20h parce qu'il a peur des gilets jaunes? Non. Imaginez que l'ensemble des scientifiques, des pompiers et des ouvriers soient mis dans la combine pour qu'on ne découvre pas le poteau rose? Non plus. Par contre,
Que Macron se soit dit que c'était une occasion inespérée pour faire redescendre la pression des gilets jaunes, très certainement. Comme il est certain qu'aujourd'hui, certains profitent du Covid pour faire avancer leurs agendas de flicage généralisé, de dématérialisation de la monnaie, de déréglementation du marché du travail, etc. Mais c'est l'occasion qui fait le larron, pas la preuve que c'est le patron du MEDEF ou Macron qui a fait fabriquer le virus pour nous la mettre à l'envers. Il n'a pas besoin de ça pour y arriver tout seul. Le complot finit par avoir un effet de sidération qui fait perdre de vue l'essentiel aux gens. Pendant que les mecs s'écharpent sur la Terre plate ou creuse, sur les Illuminati ou les reptiliens, sur la termite ou le faisceau laser, ils en oublient l'essentiel, c'est que pendant ce temps-là, les pourris qui nous gouvernent continuent à croquer, eux. À croire qu'ils entretiennent eux-mêmes la culture du complot qui est finalement le meilleur des stérilisateurs. Je vous laisse méditer sur cette citation de Hannah Arendt, qui ne nous laisse pas augurer de jours heureux au vu de l'état mental du pays. Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. Un peu de bagarre dans notre rubrique culturelle. Aujourd'hui, un peu d'histoire. Le 27 août 1798, dans le comté Mayo, à l'ouest de l'Irlande, alors en pleine rébellion contre l'occupant anglais, se déroule la bataille de Castlebar. Comme il fait coutume en France de soutenir chaque lutte contre les Anglais, un corps expéditionnaire français, sous les ordres du général Humbert, débarque le 22 août pour allier les insurgés irlandais face à la couronne d'Angleterre. Après un débarquement plutôt aisé et une avancée sans grande résistance, les Français, rejoints par des volontaires irlandais au fur et à mesure des victoires, s'approchent de Castlebar, où sont retranchés l'essentiel du contingent britannique à l'ouest, disposant d'une douzaine de pièces d'artillerie. C'est ainsi que 2000 hommes, dont près de la moitié des Français, s'apprêtent à en découdre face à 6000 soldats d'occupation, des Anglais. La connaissance du terrain des insurgés et la puissance de feu des Français permet de bousculer la garnison anglaise de Castlebar, pourtant 3 fois plus nombreuse. Une partie attaque de front, tandis que d'autres attaquent à revers, une première ligne anglaise qui bat en retraite. La retraite vire à la panique. Des quantités importantes de matériel, bagages, armes, équipements sont abandonnés. Une débâcle, une bérésina avant l'heure, qui conduit à surnommer cette bataille Castlebar Races, les courses de Castlebar. Bien que réalisant une victoire spectaculaire, les pertes des Français et Irlandais sont très élevées, avec pas loin de 150 hommes tués, pour la plupart lors de la première canonnade. Les Anglais, eux, ont souffert avec plus de 350 pertes, dont environ 80 morts et 150 qui rejoignent les rebelles. Après cette victoire, les Irlandais de tout comté continuent de grossir les rangs français. Le 31 août est formellement déclarée la République de Connaught. Cette déconvenue est d'ailleurs une excellente revanche contre la bataille de la Boyne, une rivière un petit peu au nord de Dublin, en 1690, qui vit les Orangistes et les Hollandais s'imposer, alors qu'ils étaient en infériorité numérique, contre les Jacobites irlandais épaulés des forces françaises. Les Irlandais célèbrent toujours la victoire de Castlebar, et nous devrions, nous également, continuer de célébrer chaque victoire contre les Anglais, continuer de célébrer chaque victoire française. Échappez dans la diagonale du vide pour la visite du jour. Aujourd'hui, on vous emmène vous promener en Lozère, département sauvage au confluent de l'Aubrac, des Cévennes, du Gévaudan et des Grands Causses. La Lozère est surtout connue pour ses gorges creusées par le Tarn, la baie du Gévaudan et son chapelet de vieux villages parmi lesquels on compte l'un des plus beaux de France, Saint-Énimie. Mende en est la préfecture et l'évêché. L'évêché d'un pays jadis catholique en lutte ouverte d'abord contre Rome, puis contre l'hérésie et la Révolution, mais aujourd'hui complètement désert de toute spiritualité. La Lozère est un endroit idéal pour les amoureux des grands espaces sauvages et encore préservés de la masse des touristes. Nous vous conseillons de vous enfoncer sur les petites routes sinueuses des Causses, qui sont de hauts plateaux souvent arides, de vous arrêter à la cascade de Rune pour vous plonger nu dans une eau froide roborative, et de vous arrêter ensuite pour continuer à pied, surtout de nuit, pour voir la lune et les étoiles se refléter dans les petites retenues d'eau des Causses. Parfait si vous avez une petite perte de libido. Quand arrive l'aurore au doigt de rose,
Retournez dans les gorges du Tarn, pour y traverser ces magnifiques petits villages de Florac à Espagnac, en passant par Quézac et Saint-Émilion. Seul bémol, le pays est infesté de dredeux, no-borders et autres rastaquaires qui vivent dans des camions, travaillent à la belle saison dans les campings, enfin quand ils travaillent, et fument du shit le reste du temps. La Lozère est en effet le département où il y a le plus fort taux d'arrestation pour consommation de cannabis. C'est à l'avantage d'ailleurs des ivrognes, car les flics ont surtout des tests salivaires. Autre fléau, même s'il y a peu de touristes, ces abrutis de Néerlandais. Ils sont tous gros et se pensent supérieurs avec leurs caravanes qui coûtent la peau des fesses, tirées par des voitures grand luxe. La Lozère, plus précisément les Cévennes, fut aussi à de nombreuses reprises le grand refuge des maquisards et autres fugitifs. Nous vous conseillons pour ça particulièrement la lecture de Jean Lartigui, Sauveterre, du nom d'un Écosse. Ce fut d'abord les premiers chrétiens de Gaulle qui y trouvèrent refuge, avec le martyr de Saint-Privat, premier évêque du Gévaudan. Paradoxal pour ce qui sera un haut lieu du protestantisme et de la révolte des réformés. Une lutte séculaire opposera alors les catholiques aux protestants. Anecdote, la guerre des Camisards au début du XVIIIe siècle fut déclenchée par l'assassinat d'un abbé par les protestants, entraînant le brûlement des Cévennes par l'armée royale. On dit aussi que les Templiers se seraient réfugiés en Écosse, teintant ainsi le pays d'une couleur mystique. La constitution civile du clergé de 1790, très mal acceptée dans ce pays profondément attaché à la religion catholique, provoqua les offensives de la contre-révolution, menée par Marc-Antoine Charrier. La Lozère fut aussi le refuge des maquisards durant l'occupation allemande. Si vous y voyagez, vous verrez alors pourquoi les maquisards occupèrent ce territoire depuis des siècles. De 1764 à 1767, la Lozère connaît le sanglant épisode de la bête du Gévaudan, qui se solde par la mort de plus d'une centaine d'enfants et de jeunes gens. Il a fortement contribué à la célébrité du Gévaudan dans l'ensemble du royaume, forgeant une légende noire autour de ce territoire. Alors, après le confinement, prenez vos sacs et allez visiter notre France. Passons à la littérature. Adrien est un jeune homme qui, comme des millions d'autres, est mobilisé pour le front à l'été 1914. La guerre sera une belle aventure que tous ceux de sa génération ont attendue. Tous les ingrédients sont là. En transit à Paris, son uniforme lui permet d'avoir une aventure avec une femme avant de rejoindre son unité. Le lendemain de son arrivée, il est envoyé reconnaître les lignes adverses à cheval à travers la campagne. L'air est frais, la guerre sera courte, Adrien est optimiste. Soudain, une explosion, et c'est le blackout. Des jours plus tard, Adrien se réveille dans une grande chambre de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. Il s'approche d'un miroir et constate avec horreur qu'il n'a plus de visage. La chambre des officiers est un roman de Marc Duguin paru en 1998. L'auteur y raconte l'histoire romancée de son grand-père, officier gueule cassée de la Première Guerre mondiale. L'œuvre sera adaptée au cinéma 2 ans plus tard, sous le même titre par François Dupeyron. C'est l'histoire d'un confinement. Les officiers blessés au visage étaient parqués dans une chambre afin qu'ils ne soient pas visibles de la population qu'ils risqueraient de démoraliser. On veut bien avoir des héros morts, mais des monstres vivants, non. Un général passe rapidement pour distribuer quelques décorations devant la presse, puis les défigurés tombent dans l'oubli. Du reste, ils ne demandent pas mieux que d'être oubliés. Certains se font passer pour morts auprès de leurs proches ou refusent catégoriquement que ceux-ci viennent les visiter. Malgré ces consignes, des épouses, mères et enfants bravent l'interdit, donnant lieu à des scènes de retrouvailles tragiques et souvent fatales. En dépit des efforts et des progrès toujours croissants d'un corps médical déjà exemplaire, les héros déchus doivent se faire une raison. Ils ont perdu leur identité en même temps que leur visage, et rien ne pourra réparer cela. Dans leur petit univers, les gueules cassées recréent leur monde. Adrien rencontre plusieurs officiers qui, malgré leur disgrâce physique, entendent ne pas se laisser faire par le destin. L'aviateur juif et roublard, ou encore l'aristocrate breton à la fois inébranlable, vont forcer le héros à affronter le monde extérieur et le regard des autres. Là où une ingrate boulangère refusera de leur vendre du pain, une brave tenancière de bordel leur offrira ses plus belles filles. Après la guerre, le calvaire n'est pas fini, et les gueules cassées n'ont pas droit au statut respecté des invalides de guerre. Ils sont devenus le symbole de l'horreur de celle-ci, que les Français veulent oublier. Pourtant, contre vents et marées, certains d'entre eux vont reconstruire leur vie brisée, par l'aventure, l'entrepreneuriat ou en fondant un foyer, retrouvant dans le visage de leurs enfants une partie de celui qu'ils ont perdu. La Chambre des officiers est un beau roman, à l'écriture fluide, qui nous plonge dans une facette méconnue de la Grande Guerre.
Il nous rappelle que face à l'adversité et les malheurs, il n'existe pas de meilleur remède que l'humour et la camaraderie. C'est un témoignage fort sur le courage de nos anciens qui incarnaient à merveille la devise de Delattre de Tassigny, ne pas subir. Voici l'instant de l'éphéméride. Éphéméride du 16 avril. Pour cette première partie de l'éphéméride du jour, on aimerait vous parler de l'Empire byzantin. Enfin plutôt une perte de l'Empire byzantin. En effet, le 16 avril 1070, la ville de Bari est prise par les Normands menés par Robert Guiscard. Cette défaite marque la fin de l'Empire byzantin en Italie. Et comme c'est un peu triste l'Empire byzantin qui disparaît, on n'en parlera pas. On aurait pu également vous parler de la révolte des communautés de Castille, qui commença par le soulèvement des communéros contre Charles Quint le 16 avril 1520. Mais les jacqueries et les révoltes contre les monarques à cause de l'oseille, on a déjà trop vu. Finalement, on s'est rendu compte que vous aimiez beaucoup les grosses bagarres. Et c'est vrai qu'une bonne bagarre, ça vend toujours du rêve. Alors on en a trouvé une bonne pour vous aujourd'hui. Le 16 avril de l'année 1799, les troupes françaises en pleine campagne d'Égypte assiègent la ville de Saint-Jean d'Acre. Toutefois, notre cher premier consul entend la rumeur que l'Empire ottoman envoie 25 000 fantassins sous les ordres d'Abdallah Pacha pour venir aider les assiégés. Une première attaque ayant échoué, Napoléon débarque alors en renfort avec 4 000 hommes. Surgissant par surprise du mont Tabor, les troupes de Bonaparte prennent alors les Ottomans en tir croisé. La cavalerie ottomane est en déroute, les fantassins d'Abdallah Pacha sont décimés. Le bilan de cette bataille, dite du mont Tabor, 2 morts et 60 blessés. Les conséquences, Saint-Jean d'Acre est en PLS. Heureusement pour les assiégés, Napoléon est contraint d'abandonner la campagne d'Égypte. Il rentre alors en France en juin suivant avec une armée fortement diminuée par la peste. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié cette émission. N'hésitez pas à la partager. Je vous dis à demain et je vous laisse sur la blague du jour. Vous savez ce qu'on obtient quand on croise un rat avec un éléphant? L'humour. Un rat mort avec un trou du cul de 50 cm.